le journal. Bonjour à tous, à la MDC Journal, c'est le drame des enfants de la rue en Afrique. C'était hier la journée internationale de protection des enfants de la rue à Kinshasa. Les moments étaient propices pour une réflexion sur la prise en charge et la réinsertion sociale. On en parle dans un instant. Dans ce journal, dès l'obscénité dans la musique congolaise, la loi sera appliquée dans toute sa quintessence pour préserver les mœurs. L'artiste et musicien DJ Mumboshi est tombé sous les coups de la loi. D'autres précisions dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. L'Assemblée nationale s'apprête à élire son bureau définitif, ce qui va ouvrir la voie à l'installation du nouveau gouvernement dans le cadre des consultations avec le présidium de l'Union sacrée. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé avec le président de la dynamique agissant et bâtissant, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, premier ministre sortant. C'est un reportage de Françoise Bouilabouaki Pompomba et Joe Patrick Koukou. Dans la poursuite des contacts pour la formation de son gouvernement, la Première ministre a élargi les échanges au présidium de l'Union sacrée de la Nation. Jean-Michel Samalukonde Kyenge dit avoir reçu de Judith Suminwa Tuluka des orientations. Cet échange a consisté à avoir ces orientations sur les futures étapes qui nous attendent, du moins en tout cas les consultations des forces politiques. Nous sommes maintenant à l'attente de l'invitation qui nous sera lancée, nous en tout cas comme dynamique agissant et bâtissant que je représente comme force politique au sein de l'Union sacrée de la Nation. Président du bureau provisoire à l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso, également membre du présidium, a eu un premier contact avec la chef du gouvernement. J'ai parlé avec une première ministre comme si il y a longtemps qu'elle est déjà à ce poste. Et je lui ai dit, vous allez réussir, tout comme j'ai beaucoup de collègues qui la voient à la télévision, qui disent, cette première ministre va nous surprendre agréablement. L'élection du bureau définitif à l'Assemblée nationale devant investir le futur gouvernement tarde-t-elle à venir? Le doyen d'âge des élus nationaux rassure. Eh bien, nous sommes en pleine préparation. Nous sommes en pleine préparation pour terminer les derniers points de la session extraordinaire concernant donc l'élection et l'installation de membres du bureau de l'Assemblée nationale. D'ici peu. Croyez-moi, d'ici peu. Ces différents contacts permettent au numéro 1 du gouvernement de partager aux différents responsables politiques l'esprit du caractère urgent des tâches à accomplir dans le processus de formation de l'équipe gouvernementale. On parle un peu partout, mais concrètement, que faut-il faire pour que cela soit concret? La femme joue un rôle essentiel en temps de paix comme en temps de conflit. Le sujet a fait l'objet d'un atelier, d'autres précisions à travers ses commentaires. C'est une conférence débat autour de l'apport de la femme dans l'instauration de la paix en tant que première victime de mines antipersonnelles, risque explosif de guerre. Ma vision est que, après mon départ, que les centres congolais de lutte anti-mines aient au moins 5 à 6 équipes de déminage capables de faire le travail des ONG. Si aujourd'hui ils sont partis, que les pays fassent le travail de protéger la population. Une problématique étalée devant l'assistance composée de femmes du Centre congolais de lutte anti-mines nourrie par des explications nettes et claires, ainsi que de témoignages sur les conséquences de ces engins explosifs. Lorsqu'on veut rafraîchir la mémoire, lorsqu'on veut se déterminer sur une direction, il est important d'organiser quelque chose. J'ai ressenti là toutes les femmes décider qu'elles puissent impacter la performance de ce service, impacter la société et se déterminer vers une direction. Autre temps fort, la célébration de l'an 1, depuis la nomination d'Emmanuel Lou Kinou Omanga à la tête de la coordination nationale de cette structure. Le bilan de M. Emmanuel Lokinou est positif. M. Emmanuel Lokinou a trouvé la femme du CECELAM qui a été, je peux dire, utilisée. Elle a été marginalisée parce qu'elle ne pouvait pas occuper des postes décisionnels.
Et actuellement, depuis la prise de pouvoir de M. Emmanuel Lokimi, les femmes font partie du département de la lutte anti-mine. J'en suis la preuve d'ailleurs. L'assistance a pris l'engagement d'œuvrer désormais aux côtés des hommes pour instaurer une paix durable avant de clore les assises tenues au Musée national. La lutte contre le banditisme urbain, appelé communément Kuluna, a entre autres comme remède la police de proximité. Un atelier a été organisé dans le cadre de la redynamisation de la police de proximité. L'initiative est signée Programme d'appui à la réforme de la police et la sécurité dénommé PARP 2. L'enquête réalisée sur un échantillon de 516 policiers, la majorité des moins gradés, interrogés sur l'impact de la réforme de la PNC démarrée depuis 2007 après Sun City. 35% des enquêtés pour cette réforme n'a pas atteint un impact positif en évoquant le social des policiers. 5% seulement des retombées positives. Que les parlements puissent s'impliquer pour la dynamisation de l'inspection générale de la police, qui est quasiment en panne sèche parce qu'il n'a pas de moyens de son opérationnalisation. Les acteurs de la société civile qui doivent aussi être mis à profit pour l'atteinte des objectifs de cette réforme. Toutefois, quelques avancées enregistrées sur la formation, l'amélioration des relations entre les policiers et la population, mais quelques failles, telles que le manque de meilleures conditions socio-professionnelles des policiers et leurs dépendants, nuisent au principe de proximité, rapprochement, partenariat pour une police républicaine. Nous en appelons au renforcement du leadership gouvernemental du ministère de l'Intérieur par la prise en termes de priorité de ces questions qui concernent la police nationale congolaise. Le deuxième jour était réservé à un rappel pédagogique de la mission régalienne de la police. Aussi, un état de lieu du CERP pour la réalisation et innovation. Les rôles du point focal et la loi organique rappellent quelques recommandations formulées pour une réussite sans faille de cette réforme. Et puis, c'est communiqué de l'école des guerres de Kinshasa et GK qui informe au public que le concours écrit des écoles des guerres est prévu pour ce lundi 15 et mardi 16 avril 2024 dans le 3 centre ci-après Kinshasa, centre supérieur militaire Goma, état-major 34e région militaire Lubumbashi, état-major 22e région militaire. Les candidats retenus sont priés de se présenter devant les centres respectifs à 0700Z, les commandants de l'école des guerres de Kinshasa, Moulang Nawej Godefroy, général-major qui a signé ces communiqués. Poursuivant ce journal, l'Humanité a célébré hier, 12 avril, la journée des enfants en situation des rues. Les sites de l'œuvre des reclassements et protection des enfants des rues au quartier Kimbangu, commune de Kalamou, étaient dans l'honneur avec la visite du ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, Papi Mouzei. Mamita Bangoulou était dans sa suite et nous propose ces reportages. Le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, Papi Moussa Nsanga, a partagé la journée de ce vendredi 12 avril aux côtés des enfants de rue regroupés au centre opère de la commune de Kalamou. La sœur Mariette Caputa, responsable de ces centres d'hébergement, s'est réjouie de la présence du ministre, témoignant par le fait son attachement et son oreille aux cris de ses enfants abandonnés. À travers une scénette, ces enfants ont décrit la vie passée dans la rue en relevant toutes les difficultés liées à leur existence sur cette planète Terre avant de montrer le moment d'espoir vécu dans ces centres. Des propos qui ont attiré les larmes de tout parent responsable soucié de l'avenir de sa progéniture. L'idée pour moi, c'est récupérer les enfants qui sont encore récupérables. Il faut les récupérer, les encadrer. Et ici, j'ai trouvé un encadrement adéquat, idéal. C'est vraiment ce dont je cherchais, pouvoir marier cette envie que j'ai, donc cet objectif de récupérer les enfants qui sont récupérables, qui doivent être récupérés, de les amener dans des centres où ils peuvent être suivre des formations de mécaniciens de peinture, d'esthétique, de garagistes. En présence du bourgmestre de Kalamou, Charlie Louboya, et bien d'autres invités tant politiques
administratifs que des organisations sociales, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice a invité les hommes de bonne volonté, les acteurs sociaux à soutenir cette catégorie des enfants à travers leur assistance tant matérielle au centre opère que dirige la sœur Marielle Caputa. De Léopoldville à Kinshasa, la capitale a perdu de sa splendeur. Comment faire pour rebâtir et assainir cette ville? Certains candidats dans la course au gouvernorat, Alain Boussi-Ouasso par exemple, s'inspirent de l'expérience de Catherine Nzuzi-Wambombo. Joséphine Liondo et Tony Djouma nous en parlent dans ces reportages. Qui pour sauver la ville de Kinshasa? Quelles compétences pour exhumer la beauté de Léopoldville et son ADN qui tend à disparaître? Le profil type du chef de l'exécutif de cette grande ville a une démographie galopante et au cœur du débat au sein de la communauté qui exige les meilleurs choix. Parmi les voix qui s'expriment, l'on s'est intéressé à une, Catherine Nzuzi-Wambombo, du haut de son expérience, a donné le profil du futur patron de Kinshasa. C'était au cours d'un entretien qu'elle a eu avec Alain Boussi-Ouasso, le ticket des notables de Kinshasa au gouvernorat. Des gens compétents, les gens qui peuvent avoir un programme d'action pour pouvoir changer ce que nous voyons en ce moment. Aujourd'hui, Kinshasa est dans un état d'insalubrité maladive. On a de l'expertise, on a de l'expérience. Ça vous met dans une position où vous pouvez facilement rendre service dans les fonctions que vous désirez. Pour Alain Boussi-Ouasso, Catherine Nzuzi-Wambombo est un modèle de gestion d'une entité administrative de la taille de Kinshasa. Kinshasa a eu des gouverneurs et je crois qu'elle fait partie des meilleurs. Quoi de plus normal qu'elle vive à Kinshasa, qu'elle est ici, que je vienne demander ses sages conseils pour qu'elle m'oriente comment faire pour diriger la capitale d'un pays continent. Une fois élu, Alain Boussi-Ouasso promet de rester à l'écoute de ceux qui ont connu Kinshasa sous sa robe de l'époque. Instant Femmes à présent, la première édition de l'école de femmes leadership et développement organisée par l'Université chrétienne de Kinshasa, UCKIN, s'est clôturée. Au total, 252 femmes ont été formées sur plusieurs activités génératrices des revenus. Eric Kabamba et José Dimonekene ont signé ces reportages. L'une après l'autre, ces femmes, 250 au total, reçoivent leur brevet, sanctionnant la fin de leur formation. Pendant plusieurs semaines, elles ont été formées sur l'agro-pastoral, l'éducation financière et les activités génératrices de revenus dans la pâtisserie. Ces projets de l'Université chrétienne de Kinshasa, à travers l'école des femmes leadership et développement, visent à rendre ces femmes autonomes dans la vie courante. Ces lauréates de la première édition devront être actives dans le marché en mettant en pratique la formation reçue, a fait entendre le recteur de l'UCKIN, le professeur Faustin Alipa Nazanga. Remettre des brevets pour la première fois dans l'histoire de notre université aux mamans, aux jeunes filles ainsi que même aux vieux papas qui ont accepté de venir suivre la formation dans un métier donné afin qu'ils deviennent tous autonomes dans leur vie. Une première expérience réussie, malgré quelques difficultés. C'est long, c'est un cadreur. Le travail que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas notre propre travail, mais c'est lui que nous accompagnons le gouvernement à faire d'une femme, pas un instrument de jeu d'aujourd'hui, mais une femme qui serait autonome demain et qui va aussi accompagner la société dans l'entrepreneuriat. Totalement dans la joie, ces lauréates du jour se disent désormais prêtes et plus engagées pour servir le pays grâce aux enseignements reçus à travers cette formation. L'Institut supérieur des arts et métiers ISAM veut proposer une identité vestimentaire aux Congolais en général et à la femme congolaise en particulier. La directrice générale de l'ISAM, professeure Florence Mbia Mwadiwa Moulumba, salue la nomination de la première ministre de la RDC, Béatrice Chakou.
Dans sa mission de former les spécialistes en mode et art, le directeur général de l'Institut supérieur des arts et métiers, Isam Kinshasa, professeur Florence Mbiyamwadi Wamulumba et tout le personnel de cet alma mater se disent prêts à prêter main forte à la toute première Premier ministre de la République démocratique du Congo dans sa lourde mission et de soutenir la vision du chef de l'État qui prône le bien-être de la population congolaise. Cette nomination était une très bonne nouvelle pour nous les femmes et pour moi particulièrement. J'ai toujours dit que le jour où la femme congolaise prendra les choses en main, nous verrons que beaucoup de choses vont changer. Notre président, il a pensé que effectivement il fallait une femme comme première ministre pour pouvoir l'aider à réaliser sa vision. Je félicite sincèrement notre première ministre, Madame Judith Luka, qui a fait preuve de beaucoup de qualités et une grande expérience, et nous lui souhaitons vraiment la réussite dans ce qu'elle va faire. Moi, je me dispose à l'accompagner pour la réussite de ce qu'elle va faire. L'ISAM s'apprête à la confection des tenues qui seront des symboles de la RDC pour des grandes cérémonies mondiales. Quand on voit quelqu'un habillé de telle façon, c'est que ça c'est typiquement comme nous sommes en train de réfléchir là-dessus par rapport au tissu. Nous n'avons pas un tissu typiquement congolais. Nous avons des tissus traditionnels, la pouba, le raffia. Comment moderniser cela pour que ça devienne portable? L'Institut des modes de l'Afrique, Isam Kinshasa, ne ménage aucun effort pour remplir son devoir de former les... Au centre d'une réunion entre la direction générale et les personnels. Suivez cela en images et commentaires. Réunion stratégique ce vendredi 12 avril 2024 sur la réforme de la grille de programme de la télévision nationale congolaise. La rencontre a été présidée par le directeur général adjoint de la RTNC, Adolphe Voto, les directeurs et sous-directeurs, cadres et agents de la télévision nationale congolaise ont pris part à cette réunion au studio Maman Ngebi. Il s'agit de revoir toutes les grilles de programme de la télévision nationale congolaise afin de l'adapter aux multiples demandes des téléspectateurs. Plusieurs questions sur la réforme de la nouvelle grille de programme ont été posées à ce sujet. À ces questions, le directeur général adjoint Adolphe Voto promet des solutions adéquates. Les installations de la radio-télévision nationale congolaise Béni ont reçu la visite des responsables de la MONUSCO dans la province du Nord Kivu et c'était sous la conduite du directeur provincial de la RTNC Béni. Suivez. Une délégation de la MONUSCO et de la RTNC sous station de Béni a visité conjointement le vendredi 12 avril 2024 le chantier où s'exécutent les travaux d'aménagement des conteneurs qui serviront à des futurs locaux pour abriter les bureaux et les installations de diffusion de ce média public dans la région de Béni. Satisfait de l'évolution de ces travaux, les responsables du service des communications stratégiques et de l'information publique de la MONUSCO à Béni, Jatobi Okala, a précisé que cette contribution de la mission onusienne rentre tout d'abord dans les partenariats gagnant-gagnant avec le gouvernement congolais, tout en précisant que la relance des activités de la RTNC, c'est aussi pour lutter contre la désinformation et d'aider à la restauration de l'autorité de l'État. Nous sommes dans une zone rouge, dans une zone où sévit la désinformation, la manipulation des opinions. Et un média majeur comme la RTNC ne peut pas être à fond dans la région de Béni-Tembo. Vous avez des médias comme Radio Okapi, vous avez des radios locales, communautaires, mais la RTNC, elle n'est pas présente sur les ondes. C'est ce qui a motivé la MONUSCO à mettre en place ce projet et nous sommes là aujourd'hui pour voir où en est l'évolution des travaux. Pour sa part, les responsables de l'entreprise qui exécute les 10 travaux, l'architecte Papi Kassomo, a confirmé qu'ils sont même en avance par rapport au calendrier prévu et que les travaux d'installation du chantier évoluent sans aucun problème. A noter que ces travaux lancés depuis le 10 avril dernier coûteront plus de 40 000 $ américains pour une durée de 3 mois d'exécution pour le finissage. Dans la province du Haut-Ouélé, une délégation du ministère national des Finances en mission officielle à Issiro a été reçue par le gouverneur des provinces, Christophe Bassiane-Nanga. C'est un reportage de notre confrère Damas Essolé Kessole de la RTNC Issiro. C'est après avoir passé en revue la situation sécuritaire de son entité avec tous les membres du comité provincial de sécurité dans la grande salle et échangé avec une délégation de la société Kibal Gold Mine que le gouverneur du Haut-Ouélé,
Christophe Bassian-Nanga, reçoit en tête-à-tête la délégation de la direction préparatoire de la reddition des comptes venue de Kinshasa dans son cabinet de travail ce jeudi 11 avril 2024. Au terme de leur entretien, le chef de la délégation de cette structure du ministère national des Finances, Joseph Bousseïmboussa, explique. La mission consiste à arrêter les comptes de la province et le règlement définitif du budget du pouvoir central pour l'exercice 2023. Ça veut dire que tous les services ayant bénéficié des fonds de l'État sont appelés à les justifier. Entre-temps, il s'est dit émerveillé par l'ampleur des travaux d'infrastructure réalisés par le gouverneur Christophe Bassian-Nanga, surtout dans la ville d'Issiro. Déjà, nous avons remarqué des travaux qu'il a effectués dans la ville, l'agrandissement des routes, la résidence du gouverneur elle-même a été réhabilitée, le projet de 145 territoires sont bel et bien en marche et en exécution. Et c'est une marque de satisfaction. Signalons que cette délégation est conduite auprès de l'autorité provinciale par son ministre des Finances, François-Xavier Koubélé-Nessélé. Autre chose, 20 ans après sa mise en place par l'État pour accompagner les investisseurs avec des exonérations, le Code des investissements subit une sévère évaluation qui va peut-être aboutir à sa révisitation. L'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, qui avait reçu mandat du gouvernement, a donné la parole aux acteurs du Lualaba au cours d'un café de réflexion. D'autres explications à travers ces reportages de Patrick Michel Moukoui. De la démarche au préalable, les acteurs du secteur public comme privé de la province du Lualaba ont exposé leurs arguments sur la direction à prendre pour rendre plus compétitif et attractif l'actuel code des investissements. Comme dans le Haut-Katanga, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements a exposé la situation actuelle de l'environnement des affaires avec un accent sur les statistiques dans le Lualaba ainsi que les réalisations du code 20 ans après sa mise en place. La raison pour laquelle nous sommes avec vous, c'est de recevoir de vous des écoutes, de recevoir de vous des commentaires, de recevoir de vous des suggestions, de recevoir de vous ce que vous considérez comme étant imperfection pour nous permettre à nous de nous améliorer. Ces avocats, magistrats, entrepreneurs et acteurs du secteur public ont, sous la conduite de M. Anthony Kinzokamole, engagé un débat largement orienté vers la maîtrise de prescrit du code par les différents acteurs et les insuffisances qui ont influencé les chiffres globalement moyens des projets agréés et des secteurs touchés particulièrement dans le Lualaba. 20 ans après, il est fait état ici, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas le flot des investissements. Aujourd'hui, nous avons quand même aussi reçu ce que j'appelle une sorte de plaidoyer des services provinciaux par rapport à des impôts et des droits qui sont retrocédés. Au pays, la République démocratique du Congo. Je le disais dans les titres, il est reproché de faire la promotion de l'immoralité dans la musique congolaise. L'artiste et musicien DJ Momboshi, auteur de la chanson Bongo, entendez l'argent, détenu à la prison centrale de Makala, doit encore patienter avant de connaître son sort. Le tribunal va rendre son verdict le 10 mai prochain. Décision prise hier après l'ouverture du procès par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. D'autres précisions avec Eric Abamba et José Dimonekeni. L'artiste et musicien connu sous le nom de DJ Mboshi a comparu devant le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, siégeant en chambre foraine à la prison centrale de Makala. Il lui est reproché de faire la promotion de l'immoralité en prononçant des insanités dans l'une de ses chansons titrée Mbongo. Lors de cette audience consacrée aux plaidoiries, le ministère public a requis une peine de 12 mois d'emprisonnement contre l'artiste et l'a obligé de payer une amende de 3 millions de francs congolais. L'artiste a été aussi sommé de retirer sa chanson de toutes les plateformes de téléchargement. Pour le président de la Commission nationale de censure des chansons et spectacles Vincent Bichi Akalou Kenda, aussi avocat général près la Cour de cassation, ces procès visent à décourager tout artiste qui tenterait de faire la promotion de l'immoralité. Notre intervention de ces jours est un signal fort de notre combat contre l'immoralité criante dans les chansons, spectacles diffusés et présentés par nos musiciens à l'intention du public. Leurs chansons blessent lapideurs, tuent nos mœurs,
et dérange notre jeunesse. C'est pourquoi nous invitons les artistes et musiciens de passer à nos bureaux pour la censure de leurs œuvres avant leur diffusion et leur présentation. À défaut de cela, nous serons obligés d'y aller avec une grande rigueur de la loi pour une répression forte à leur endroit. Cette première audience a été suspendue et le tribunal rendra son verdict le 10 mai prochain. C'est la fin de ce journal d'Angèle Mabiala Landou réalisé par Nono Mantekoubenguele et Maxime Androkwa. Merci également à Joséphine Liondo sous la supervision de Joseph Oscar Mbalkaï. Jojo Ndibou revient à 19h pour la suite de l'actualité. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Au revoir. La menace est étendue en Afrique. On a parlé des grands foyers, la RDC, on a parlé du Nigeria. Mais aussi au-delà de nos frontières. C'est ce qui a interpellé mon frère, ministre de la République centrafricaine, nous disant mais pourquoi attendons-nous que les autres continents réagissent pour que nous puissions nous retrouver. Ça a été une très très bonne interpellation et il n'est jamais trop tard. C'est pourquoi nous nous retrouvons ici. Je remercie donc les initiateurs de cette réunion. Deuxième question, c'est pourquoi en RDC, le professeur Mouyembe aussi nous a donné la réponse. Alors, c'est pourquoi je pense que le choix de Kinshasa a été une très bonne chose. Parce que déplacer un éminent personnage comme Mouyembe, c'était peut-être pas facile, mais c'est mieux qu'il soit ici pour nous mieux nous édifier. Mieux nous édifier. Et le ministre de la Santé de la RDC nous a dit, la RDC, c'est un foyer, c'est un laboratoire. Foyer et laboratoire. Alors, quelqu'un a dit, il ne faut pas inventer le vélo. Le vélo est déjà inventé. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, la technologie, c'est améliorer le vélo. Donc nous allons fonder sur la démarche du professeur Mouyembe pour améliorer notre réaction, notre réponse. Je pense que c'est vers cela que nous allons partir. Nous allons partir vers cela. On a parlé de l'information. On ne peut pas réagir si on n'a pas la bonne information. Donc la première chose, c'est de développer au plan national notre dispositif d'alerte. Donc la surveillance épidémiologique. Une surveillance épidémiologique faite par les spécialistes, bien sûr, mais aussi la communauté. Donc il faut informer la communauté de la maladie, comment elle se manifeste et quelles sont les réactions lorsque on constate un cas de monkeypox. Le Congo a été confronté à la fièvre hémorragique Ebola. La première fois que nous avons été, que Ebola s'est manifesté, on était totalement ignorants. Totalement ignorants. Dieu merci que nous avons un voisin, donc la RDC, où ça s'était déjà manifesté. Donc à partir de l'expérience de la RDC, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agit bien de la fièvre Ebola. Qu'il s'agit de la fièvre Ebola. Mais la confirmation, c'est le laboratoire.
Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris des échantillons, nous les avons envoyés au Gabon. C'est le Gabon qui nous confirme qu'il s'agit bien de la fièvre Ebola. Et comme il y avait déjà une pratique ici, comment soigner? Nous avons réagi. Bon, vous voyez, je suis militaire, on a réagi de manière pragmatique. Nous avons simplement isolé la zone. Nous avons isolé la zone, on dit c'est cette zone qui est contaminée, personne n'y entre, personne ne sort. Et les professionnels sont partis gérer la situation à l'intérieur. Gérer la situation intérieure. Mais le cas de monkeypox, il ne se manifeste pas de manière brutale. De manière brutale, les symptômes sont progressifs. Des fois, même, je ne connais pas la durée d'incubation. Mais je crois qu'il faut être sensibilisé, avoir la connaissance pour être attiré qu'il s'agit de quelque chose qui s'approche de monkeypox. Alors donc c'est très important que la communauté soit préparée, soit sensibilisée à cela pour que l'information puisse remonter. Bon, deuxièmement, nous avons connu le cas de monkeypox loin de notre laboratoire national qui a les compétences pour confirmer ces cas. Alors il s'est posé donc le problème de prendre les échantillons, de les amener vers le laboratoire national. Mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Dieu merci, ces échantillons ont confirmé qu'il s'agissait du monkeypox. Mais croyez-moi que c'est difficile de partir de la Likwala pour arriver à Brazzaville. 900 km. Alors, s'il y avait un laboratoire plus proche, le temps de déclarer qu'il s'agit de monkeypox sera raccourci. Le MES nous conseille, je crois que la théorie de 3 plus 7 plus 7, 3 jours pour déclarer, 7 jours pour préparer et 7 jours pour riposter. Alors donc, pour gagner le temps, il faut que nous maillons nos territoires des moyens de détection, c'est-à-dire les laboratoires. Ça rentre donc dans le cadre justement de la stratégie de l'information que nous devons avoir. Bien. Deuxièmement, toujours dans l'information, il faut que nous mutualisons nos moyens pour le dépistage, pour la détection, pour le dépistage. Il faut aussi mutualiser nos moyens. Alors, deuxièmement, c'est sur la préparation. La préparation, comment allons-nous agir? Isolement ou de manière commune? Avons-nous les moyens, seul pays, de réagir ou il faut mutualiser les moyens? Le professeur Mouyembe a parlé de la recherche. Cette recherche demande des moyens financiers. Et est-ce qu'il est loisible pour un seul pays africain de se lancer seul dans la recherche? Je ne pense pas. Le problème se pose aussi au niveau de l'Agence africaine des médicaments. Je parle là sous le contrôle de mon frère, le directeur général de CDC Afrique. Seul pays africain, de manière isolée, ne peut pas faire face à ces menaces. Donc il faut mutualiser les moyens dans la recherche, mutualiser les intelligences. Mais là où déjà il y a des laboratoires qui sont équipés, il faut que nous prenions l'habitude d'envoyer nos chercheurs travailler avec les autres chercheurs. Et tout à l'heure, pendant la pause, le professeur Mouyembe m'a dit qu'il avait traversé le fleuve pour venir travailler avec Francine Toumi, qui a un laboratoire, petit soit-il, parce qu'on s'interrogeait lorsque la Covid, lorsqu'il y a eu la Covid, on prédisait qu'il y aurait la catastrophe en Afrique.
le docteur Mouti m'a posé 3 fois la question. Comment l'Afrique a pu résister? C'est une question. Mais nous n'arrivons pas à répondre à la question parce que jusque-là, nous n'avons pas fait la recherche. Alors, il faut que nous apprenions à mutualiser nos moyens pour faire la recherche, pour éclairer notre démarche scientifique. Pour revenir toujours au schéma, je suis toujours dans les stratégies communes. Je crois qu'il faut une démarche concertée et commune. À mon humble avis, il faudrait que nous ayons une démarche concertée et commune. Les réseaux d'information nationale doivent être connectés au réseau africain. Et CDC Afrique est bien placé pour nous aider dans ce sens. Nous avons parlé de mutualiser les moyens pour la recherche. Est-ce qu'il n'est pas possible, j'ai vu que le groupe de travail a proposé de mettre en place une task force. Et que cette task force, je propose qu'elle soit essentiellement scientifique. Parce que nous, les politiques, nous avons l'habitude de nous accaparer des problèmes, alors que nous ne sommes pas outillés pour aborder une riposte. Nous avons vu pendant la Covid, on a commencé à mettre en place un comité au niveau politique. C'était bien, la volonté. Mais après, on dit, bon, il y a un comité politique, stratégique. Mais on a tâtonné. Finalement, on s'est rendu compte qu'il fallait mettre les techniciens ensemble pour qu'ils examinent le problème. C'est pourquoi je suggère que la task force soit une task force des hommes de science. Je voulais terminer mon propos sur une question à laquelle l'Afrique est souvent butée. Dans mon passé, nous avons travaillé avec le cadre de l'Union africaine pour préparer une force africaine en attente, pour s'interposer pour les conflits armés. Politiquement, c'était bon, techniquement bon. Au moment de mettre en place la force, on a commencé à être heurté au nerf de la guerre. Il s'agit des ressources financières. Il s'agit des ressources financières. Nous allons prendre un engagement politique ici. Il faudra que nos gouvernements accompagnent la mise en œuvre par les moyens financiers. Bien sûr, nous n'allons pas exclure ou refuser la contribution ou l'apport de nos partenaires. On ne peut pas refuser. Mais il faut d'abord que nous mettons la main dans la poche nous-mêmes pour que ceux qui viennent nous aider disent oui, ils ont la volonté politique, ils ont aussi la volonté de mettre en œuvre. C'est un peu sur ces propos que je vais m'arrêter. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. On a besoin d'un engagement très fort de nos pays, d'un engagement financier de nos pays. Et pour votre information à vous tous, après Kinshasa, nous partons à Washington pour organiser une grande réunion de tous les ministres des Finances africains. Et avec un certain nombre de partenaires, la réunion sera le 16 avril. Pour que nous puissions discuter de comment les ministres africains des Finances vont accompagner les engagements des pays. Nous voulons que les Africains commencent à mettre aussi de l'argent dans leur système de santé. Donc, merci pour cet appel important. We have 55 countries in Africa, but only 2 countries have laboratory biosafety level 5, only 2 countries. The first one is South Africa. The second one is Gabon.
And if we have to put together our hands and to ensure that we are conducting research and to ensure that we are not sending our samples, nous n'envoyons pas nos échantillons dans d'autres pays, il nous faudra utiliser ces laboratoires au Gabon et c'est donc un grand plaisir pour moi d'introduire le ministre du Gabon, professeur Adrien. Je dois l'appeler professeur Adrien, qui nous partage certaines de ses pensées stratégiques sur la manière d'aller de l'avant avec cette question de Mpox. Excellence à vous. Désolé. Il est très difficile de prendre la parole après deux grandes dames. Il vous a dit qu'il était militaire, mais après un général d'armée qui, en plus aujourd'hui, n'a pas été comme une grande muette, mais a déjà tout dit. C'est vraiment un honneur pour moi. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, de l'hygiène et de la prévention de la République démocratique du Congo, avec votre vice-ministre, Mesdames et Messieurs les ministres de la Santé, chers collègues, Monsieur le directeur général d'Africa CDC, Madame directeur régionale, chers partenaires, j'entends par là la CEPI, les diplomates, Madame l'ambassadrice, et tous les partenaires au développement, chers scientifiques, Mesdames et Messieurs, honorables participants. J'ai envie de commencer comme la ministre du Burundi parce que lorsque je partais même du Gabon après l'interpellation et même l'envoi des billets par Monsieur le directeur général de la CDC, je me demandais qu'est-ce que je venais faire ici. Parce que, en bon scientifique quand même, j'ai jeté un coup d'œil sur l'épidémiologie de monkeypox dans mon pays, aidé par nos experts. Je me rends compte qu'il n'y en a quasiment pas. Nous avons eu, notamment l'année dernière, une vingtaine de cas suspects, mais aucun confirmé. Pourtant, nous avons un grand laboratoire, comme disait le DGCDC. Mais ce qui m'a amené à être là, c'est parce que c'est deux raisons. D'abord, ces dernières années, je ne reviens pas sur la Covid qui a secoué tout le monde, qui pourtant a commencé bien loin de chez nous, mais tout de suite, comme une gangrène, pour parler comme le chirurgien que je suis, ça s'est propagé à tout le monde entier. Nous avons été à la COP récemment, où un grand volet santé et environnement lié au fait qu'il y a de plus en plus de pathologies climato-pathogènes qui ressurgissent dans nos pays. Et donc je me suis dit, mais tiens, je ne pense pas que ça soit seulement un risque. J'ai même commencé à douter de ce que parmi la vingtaine de cas suspects, c'est possible qu'il y ait eu peut-être un cas certain, mais les conditions de transport des échantillons de l'intérieur du pays où ces cas ont été identifiés, où ces cas suspects ont été identifiés vers les laboratoires, pouvaient laisser à caution. Et donc je me suis dit, deuxièmement, mais c'est à côté, c'est chez moi, c'est chez le voisin. Que nous, quand nous arrivons dans les aéroports, dans les gares, et que sais-je encore, il y a des policiers qui nous demandent où allez-vous, où est votre visa. Mais le singe dont on parle, je ne sais pas s'il y a un checkpoint où on dit au singe ne traverse pas le pays parce que c'est là la frontière et donc il ne faut pas aller là-bas. Parce que je sais qu'au Gabon, il y a des singes, ce sont quasiment les mêmes qui sont dans les Congo et dans les pays voisins, au Cameroun et autres. Donc je me suis dit, mais c'est là chez moi, parce que les singes, ça se balade. Qui plus est, aujourd'hui, en écoutant l'épidémiologie de cette pathologie, je me rends compte qu'il n'y a même pas que le singe, même celui qui a son passeport et son visa bon uniforme, peut prendre la maladie d'un point et puis la mener chez nous. Et donc je me suis dit, il fallait que je vienne
partager avec les frères, avec nos chercheurs, nos experts, tout ce qui est autour de cette maladie. Et j'en ai eu pour mon compte, j'ai envie de dire. C'est encore plus interpellant parce que j'ai eu cette grâce. Je me suis dit, ce n'est pas possible qu'on vive encore ces moments. Et pour ne pas vivre ces moments, il faut aller tout de suite au front pour agir de façon préventive à la résurgence de ce genre d'épidémie. Parce que, qui plus est, en ce moment au Gabon, nous avons quelques-unes qui émergent dans des régions. C'est la rougeole. Nous avons même eu, la diphtérie que nous cherchons à combattre en ce moment avec l'aide des partenaires que je salue aujourd'hui. Donc je me suis dit, je ne pouvais pas rester. Il fallait que je sois là et m'associer à l'interpellation de mes collègues ici. Nous ne pouvons plus continuer à attendre que l'Occident vienne faire les choses à notre place. Nous ne pouvons plus continuer à attendre que l'argent vienne d'ailleurs, parce que je pense qu'avec le peu que nous avons, nous devons simplement rapidement mutualiser, interpeller, soumettre donc nos chefs d'État. Je suis d'accord avec la proposition que l'un de mes collègues ici avait fait, pour qu'on mette la main à la poche pour financer, apporter notre part de financement à côté de ce que des partenaires au développement tels que l'OMS, tels qu'Africa CDC aujourd'hui, devraient nous apporter. Rapidement, je ne vais pas m'étendre, je voudrais vraiment que ce groupe de travail soit formalisé ici à Kinshasa. Que dans ce groupe de travail, que des points focaux soient tout de suite identifiés pour du moins les pays qui sont déjà représentés, pour qu'on ne reste pas dans les discours. Pour que ce groupe de travail mette le plus rapidement possible effectivement des essais cliniques, parce que je crois que nous avons des laboratoires capables et nous avons des hommes capables de les mener de façon mutualisée. C'est-à-dire que on se connaît entre nous dans les communautés scientifiques africaines. On se rencontre tous les jours dans les congrès. Donc, identifier des chercheurs africains capables de mener ces essais cliniques. Que ce soit sur le plan curatif, je suis un peu d'accord avec ce que disait le professeur Mouyembe, mais je me dis, on ne va pas utiliser peut-être un médicament qu'on n'a pas testé de façon scientifique. On le testera en mettant tous les patients dans cette cohorte. Je ne vous apprends rien, mais pour que rapidement les essais cliniques soient bouclés. Sur le plan préventif, c'est la même chose. Approprions-nous ces vaccins et faisons nos études nous-mêmes dans les pays africains. Pour que rapidement